Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce soir, ce sont des sentiments de tristesse, de honte ou de colère qui dominent ce soir. Un maelstrom d'émotions, de sensations qui conduisent au malaise ou au dégoût. Pauvre France, pauvre pays, abîmé un jour quand il est dégradé par une agence de notation financière, abîmé encore lorsqu'un casse de bijoux fait le tour du monde, abîmé toujours quand un ancien président de la République est emprisonné. Ce soir, Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Ce soir, il dort en prison. Sa place n'est pas dans cette maison d'arrêt de la santé. Un jugement l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, jugement assorti d'une exécution provisoire que rien ne justifiait, sinon la volonté qu'il soit derrière les barreaux. Tout est dit. Depuis l'annonce du jugement, le 25 septembre, 3 chefs d'inculpation sont tombés. Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption, pas d'argent libyen dans la campagne présidentielle de 2007. Le document de Mediapart était un faux, le tribunal l'a reconnu, et malgré ces éléments, la justice a condamné lourdement Nicolas Sarkozy, retenant l'association de malfaiteurs comme source du délit. L'injustice, en quelque lieu qu'elle se produise, menace la justice en tout lieu, disait Albert Camus. C'est une phrase que nous pouvons méditer ce soir avec nos invités, Sarah Salman, Jules Torres, Richard Millet, Joseph Massescaron, Yohann Ouzaï et Franck Louvrier, maire de La Baule, qui a été longtemps un collaborateur de premier plan de Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes resté très longtemps avec lui depuis 15 ans avec lui, matin, midi, soir et parfois la nuit. Et je disais, et même souvent la nuit, j'imagine, et je disais, sentiment de tristesse, de honte ou de colère. Qu'est-ce qui domine ce soir pour vous ? Au-delà de l'émotion personnelle, et vous le soulignez, la tristesse, c'est, moi je pense surtout, l'incompréhension. On le voit bien, les Français, moi je suis sur ma ville et ils ont plutôt soutenu Nicolas Sarkozy dans ses différentes campagnes et ils ne comprennent pas pourquoi ce président de la République, qui est présumé innocent, se retrouve aujourd'hui à la maison de la santé alors que le procès n'est pas terminé, alors qu'il reste bien évidemment plein d'éléments à démontrer. Donc tout ça fait que je pense qu'il y a une incompréhension. Vous savez, il y a 2/3 des Français qui estiment que la justice n'est pas juste, justement. Je crains que ce fossé s'élargisse encore plus avec cette décision d'aujourd'hui. Alors je voulais qu'on voit quelques images, beaucoup de réactions bien sûr, mais l'image qui restera, l'image très forte bien sûr, c'est la sortie de Nicolas Sarkozy ce matin, peu après 9h, avec son épouse Carla Bruni. Et puis vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé ensuite. Et si vous n'étiez pas devant votre poste de télévision, je vous propose de voir le résumé avec Maxime Leguet. Sous les acclamations de la foule et accompagné de son épouse Carla Bruni, Nicolas Sarkozy quitte son domicile parisien dans le 16e arrondissement, devant des Français qui ne décolèrent pas. La condamnation dont il était victime, c'est scandaleux. Voilà, c'est tout. Procès stalinien. À bord de son véhicule, Nicolas Sarkozy salue une dernière fois la foule avant de prendre la direction de la prison de la Santé, lieu de son incarcération. Un peu plus tôt ce matin, et à l'initiative de ses fils, des amis et des Français se sont rassemblés pour témoigner leur soutien. Tout patriote qui, en ce moment, vit ces heures dramatiques, ne peut qu'exprimer une certaine forme de tristesse, de consternation également et d'incompréhension. Condamné à 5 ans de prison, c'est à l'intérieur de ces murs que Nicolas Sarkozy doit purger sa peine. L'ancien chef d'État est placé à l'isolement, seul moyen de garantir sa sécurité. Seules 3 visites par semaine lui sont autorisées. Quelques minutes seulement après son incarcération, ses avocats ont déposé une demande de remise en liberté. Notre tâche, c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation, puisque je rappelle qu'en fait et en droit, Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle. Et en dépit de ça, il est incarcéré. La demande de remise en liberté devrait être examinée par la Cour d'appel dans un délai maximum de 2 mois.
J'ai vu d'ailleurs Jules Torres et Yohann Usaï, j'ai vu qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a parlé de l'exécution provisoire, disant qu'elle est un sujet qu'on peut aborder. Oui, c'est dommage parce qu'il faisait partie de la majorité de François Hollande quand elle a été votée, même si elle concerne ni Marine Le Pen ni Nicolas Sarkozy dans cette affaire. On a créé cela et on a mis ça dans le droit. Et donc, c'est quasiment aujourd'hui obligatoire de mettre cette exécution provisoire qui bafoue complètement le double degré de juridiction, qui consiste à ce que quand on a des recours, des voies d'appel, des voies de cassation, eh bien, on est présumé innocent et donc on ne va pas en prison. Surtout quand on ne menace pas à l'ordre public. Ce qu'il a dit sur l'exécution provisoire était un peu, comment dirais-je, confus. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose parce qu'il est obligé d'avoir un mot, donc il dit « je ne suis pas contre le retour d'un débat concernant l'exécution provisoire ». La parole du président de la République valant ce qu'elle vaut, je ne suis pas très optimiste. Moi, je pense qu'il pense quand même à l'avenir quand il dit ça. Parce qu'il imagine bien que l'exécution provisoire, vous savez, c'est un mal qui, au fur et à mesure du temps, s'est installé dans la vie politique. On l'avait vu avec notamment l'affaire de Toulon avec le maire qui a eu cette exécution provisoire. Il avait été obligé de démissionner de tous ses mandats du jour au lendemain, Hubert Falco. Et je pense que, bien sûr, les politiques, ils ont cette épée de Damoclès. Et bien évidemment, maintenant, peut-être les chefs d'entreprise, dans des situations compliquées. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être regardé de près par les politiques. Enfin, vous me direz. C'est le politique qui l'a voté. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les juges en la matière. C'est les politiques qui l'ont voté, toujours dans des lois de circonstances, au moment où il y a des tensions dans le pays, et on vote, et on n'est plus royaliste pour le roi, et on se retrouve. Ils ont l'attitude pour l'adapter ou pas. C'est l'appréciation souveraine des juges, effectivement. Et manifestement, là, ça a été interprété d'une certaine manière. Non, mais vous avez un gouvernement dans les mains de la gauche. Vous imaginez bien que la gauche n'accepterait pas de revenir sur l'exécution provisoire qui aujourd'hui touche Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, qui sont les deux pires adversaires pour cette gauche-là. Donc ce gouvernement socialo-macroniste, naturellement, ne reviendra jamais sur cette exécution provisoire en l'état. C'est pour ça que la parole d'Emmanuel Macron n'a aucune valeur en l'espèce. Oui, enfin, si on est condamné maintenant sur une intention, je veux vous dire que si ça fait jurisprudence, beaucoup de gens risquent d'être condamnés à l'avenir. Donc cette exécution provisoire... Là, ça fait 2 fois pour Nicolas Sarkozy qu'il est condamné sur une intention. Alors, pour l'affaire des écoutes téléphoniques, moi je pense qu'il pourrait être... que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait aller en son sens. Pourrait, mais dans combien de temps ? Ça prend du temps, mais en tout cas, moi je suis avocate et je veux vous dire, cette affaire avait été extrêmement choquante. Oui, mais... oui. J'entends ce que vous dites, mais on ne va pas rouvrir aussi le débat. Les avocats, en fait, comme tout le monde se tait. Vous allez dire que tous les avocats se sont tus. Mais bien sûr, tout le monde se tait. Les politiques aujourd'hui, ils devraient monter au créneau. Non, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'affronter les juges. Parce que ce qui se passe au-delà de Nicolas Sarkozy, ça touche tous les politiques, avec l'autorité judiciaire qui veut entrer dans le pouvoir exécutif. Mais tout le monde est aux abonnés absents, parce que tout le monde a peur. Les avocats, lorsqu'il y a eu cette affaire, ils auraient pu... Non, mais vous avez raison de le dire, parce que pour la réforme des retraites, les confrères étaient dehors, et pour Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas été... Vous avez raison de le dire. On ne plaide plus, on arrête, et on fait le rapport de force. Ils l'ont fait pour les retraites en 2019. Mais ils ne le font pas. Alors, je voulais qu'on avance sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec Jean-Michel Darrois, parce que la première journée en prison de l'ex-président de la République, il a pu rencontrer son avocat, et son avocat a même appris qu'il avait pu rencontrer son épouse Carla Bruni Sarkozy. Il a vu sa femme. Voilà, ce qui est important pour lui, c'est s'il se fait du souci pour quelque chose, c'est pour sa famille. Combatif, il est dans une cellule de 9 mètres carrés. Il y a du bruit tout le temps. Il y a du bruit dans la prison. Ça m'a stupéfait, bouleversé. Mais je sais qu'il va tenir le coup et qu'il ressortira combatif, comme vous dites. Il envisage de passer son temps en écrivant, en faisant le plus de sport possible, en recevant les visites de sa famille, de ses avocats. Je pense que personne ne pouvait passer avec plus de force et d'optimisme dans l'avenir que lui. Franchement, une première journée en prison, c'est terrible. Et il l'a surmonté. Voilà, j'admire son... Oui, je l'admire. Franck Louvry et tous ceux qui rencontrent Nicolas Sarkozy ces derniers jours sont frappés par d'abord son courage, sa dignité, le fait qu'il ne se plaigne jamais. Et l'autre jour, il a réuni tous ses collaborateurs. Oui, tout à fait. Il y a une forme de résilience chez lui qui fait que
lorsqu'il a réuni ses collaborateurs, il y en avait une centaine, on avait l'impression qu'il partait en campagne pour sa probité. C'est lui qui a remonté tout le monde en disant vous n'avez pas à pleurnicher, vous devez avoir le moral, on va réussir, on va obtenir ce qu'il faut. Donc voilà, donc il y a cette force qui est incroyable, qui lui a permis notamment d'accéder à la présidence de la République. Richard Millet, ce qui est intéressant, je ne veux pas faire de parallèle bien sûr, mais à l'écrivain que vous êtes, il y a eu la mort du roi avec Louis XVI. Et d'une certaine manière, ce qu'on vit aujourd'hui peut-être, c'est la mort du président de la Ve République. Ce mélange d'exécutifs très fort, ce mélange qui vient ce mélange capétien, j'ai envie de dire, et de l'unité républicaine. Est-ce que ça vous inspire une réflexion sur l'époque que nous vivons aujourd'hui? Ça m'inspire la réflexion suivante, à savoir que il me semble que la question de l'autorité est constamment dévaluée, de plus en plus dévaluée dans tous les régimes démocratiques, occidentaux en tout cas, et que là, avec Nicolas Sarkozy, j'ai vu, si je puis me permettre, la couverture de Libération ce matin. Elle est aussi abjecte que celle d'il y a 15 jours ou 3 semaines, à l'ombre. La dernière, c'était des barreaux. Mais Libération est abjecte. Libération est abjecte. Et ces gens sont abjects. Et ceux qui ont cette joie mauvaise sont abjects. Alors, pour moi, c'est leur fond de sauce. Ils sont comme ça. Absolument. Mais c'est une manière de vous répondre, si vous voulez. Il y avait la canaille qui hurlait, la canaille révolutionnaire qui hurlait à l'exécution de Louis XVI. Et là, Libération, ils ont concentré de racailles gauchistes françaises qui se réjouit au fond. Voilà. Il y a aujourd'hui, ce soir, 5 Français qui sont en prison et qui ne devraient pas y être. Nicolas Sarkozy, Boualem Sansal, le journaliste sportif et les 2 otages iraniens en prison. Voilà. Bon, je modère vos propos sur nos confrères que vous avez taxés de racailles journalistiques. Bien sûr, c'est... Quand vous dites abject, Pascal... oui, alors c'est le... Modérez-vous vous-même. Bon, alors je me modère moi-même. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai qu'en l'espèce... Alors, en l'espèce, avec cette couverture et ce jour-ci, il y a quelque chose d'abject avec cette couverture. Voilà. Je vais limiter ce que je dis là. On a l'impression que Jacques Messrine a été arrêté et qu'il est enfin à l'ombre. C'est vrai. C'est à peu près ça. Or, je ne sache pas que Nicolas... Mais si c'était Jacques Messrine, je pense qu'il ne titrerait pas. Voilà, il ne titrerait pas à l'ombre. Il ne titrerait pas à l'ombre. C'est bien autre chose. Vous vouliez dire quelque chose Non, je pensais en effet à l'image de Richard. Oui, cette tricoteuse dans la Révolution française qui était au pied de la guillotine. Donc c'était ça qu'on est en train d'assister. Non, mais je faisais ce parallèle entre, évidemment audacieux sans doute, mais la mort du roi c'est ça, et la volonté de tuer la Ve République et à travers... non, mais c'est évident parce que moi, pardon, on va certainement parler. On va parler de la sortie donc de M. Heinz qui critique... qui a critiqué à la fois M. Darmanin et à la fois M. Macron. M. qui doit beaucoup à Nicolas Sarkozy dans sa carrière, si vous me permettez. Parce qu'il estime, pardonnez-moi, que c'est mais c'est vrai, il faut le dire. C'est ça qui est formidable. Rémi Hetz, je vous coupe parce que... Allez-y, vous avez raison de rappeler. Je vous coupe parce que ça me met tellement... Sur la sécurité routière, voilà. Nicolas Sarkozy était ministre. Voilà, il était préfet de la sécurité... délégué interministériel. Voilà, et c'est plutôt Nicolas Sarkozy, même pas plutôt, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait sa carrière. Oui, alors en tout cas, en tout cas, il a eu des opportunités. Il a accompagné, qui ont été saisies par lui, mais pas même par Nicolas. Je referme la parenthèse. Non, vous aviez raison de dénigrer de la personne. C'est-à-dire que, et en fait, donc il estime que ces 2 interventions portent atteinte à l'indépendance de la justice. Quand il dit que ça porte atteinte à l'indépendance de la justice, ça signifie que pour lui, il y a un crime de lèse-justice. Donc c'est la preuve. C'est la preuve, là, pour le coup, chimiquement pure, qu'il y a un gouvernement des juges qui est en train de s'installer pour qu'il fasse cette sortie. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dépend, dans le fonctionnement, il dépend, nous sommes d'accord, de Gérald Darmanin. Donc Gérald Darmanin dit, je vais aller voir Nicolas Sarkozy, et vous avez quelqu'un qui est sous son autorité, sous ses ordres, qui remet en place le garde des Sceaux. Mais si demain le garde des Sceaux veut le convoquer dans son bureau, il peut quand même. Oui, mais il pourra pas le muter. Oui, enfin, ça n'ira pas. Non, mais il peut, Gérald Darmanin peut dire... en théorie. Autrement, le ministre ne sert à rien. Un garde des Sceaux, il a quand même, j'espère qu'il a un peu de pouvoir sur ses juges ou sur ses magistrats ou sur le parquet, au moins sur le parquet. C'est le ministre qui contrôle le moins son administration. Bon, alors il sert à rien, donc il ne faut pas qu'il y ait un garde des Sceaux. Il y a des orientations générales, mais il ne peut pas non plus... La question qui se pose, c'est comment on peut empêcher un garde des Sceaux d'aller dans une prison? Mais on ne peut pas. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, oui, mais c'est un faux débat. Donc, ils sont là pour faire du commentaire. Mais en plus, c'est pour la sécurité. Il peut y aller, il n'est pas besoin de passer par le parloir.
il peut aller... Bon, reprenons le fil de notre émission avec des témoignages, et notamment celui de Christophe Ingrin, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari, et qui s'est avoué bouleversé, un des avocats de Nicolas Sarkozy. On est, je pense, bouleversés. Tous ceux qui ont travaillé, qui ont participé à l'équipe de défense de Nicolas Sarkozy sont bouleversés parce qu'il n'a rien à faire en détention. Mais rien à faire en détention. Il n'a pas à être incarcéré. Tout ça est délirant. N'empêche, à la fin, ce matin, on accompagne notre client à la santé pour qu'il y soit incarcéré. Il y a quelque chose de totalement irréel entre cette accusation qui s'est effondrée et cette mesure d'une telle violence qui est de voir notre client partir en détention. En effet, on est tous très émus. Maître Ingrin était à l'Élysée en tant que magistrat. Donc il a été magistrat avant d'être avocat. Donc il connaît parfaitement bien l'univers dans lequel il est. Et vous voyez, le commentaire qu'il fait, il est bouleversant parce que je pense que toute l'équipe qui travaille avec lui n'imaginait pas ça. Ah oui. N'imaginait pas ça. Voilà, ils ont sorti ça de leur poche sans que le parquet puisse en parler avant. Et donc c'est incroyable. On est dans un truc incroyable, quoi. Et on rappelle que l'exécution provisoire n'est pas contestable. Et insusceptible d'appel. C'est ça qui est... Alors qu'on est en première instance, c'est qu'on fait appel. Oui, et que le parquet ne la demandait pas. C'est ça aussi. Puis le taux d'occupation à la santé, c'est 188%. Quand vous avez des gens qui sont extrêmement dangereux, placés sous contrôle judiciaire, et qu'on met Nicolas Sarkozy à les maisons de la santé, ça interroge. Voilà. Alors, comment est-il ? Justement, M. Ingrin répond à cette question. Il était strictement identique au Nicolas Sarkozy avec lequel j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années, aux côtés duquel plutôt j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années. Pas un mot pour se plaindre, mais pas un mot pour se plaindre, pas un mot pour regretter des choses, on aurait mieux ou on a mal fait. Exprimer de la peur, de l'appréhension. Aucune. Je crois que si la détention était faite pour le casser, pour lui casser le moral ou pour le forcer à se courber, c'est raté. Ça a renforcé, moi le sentiment que j'avais ce matin, c'est que ça renforce sa rage. À cette force, à cette violence qu'on lui oppose, il répond par une force encore plus importante. On veut le mettre à terre, il se relève et il est encore plus fort. Bon, Franck Louvrier, je sais que vous devez partir à la pause, donc c'est avec vous qu'on va terminer cette première partie. Il y a une forme d'inquiétude de ce qu'est la France aujourd'hui. Parce que à tout niveau, dans tous les domaines, le pays, ce matin, Vincent Herouette disait c'est la folle du logis, la France. Le monde entier nous regarde. Allez. Et le monde entier se dit qu'est-ce qui ne va plus dans ce pays ? Un jour c'est le Louvre, un jour c'est une note qui est dégradée, un jour c'est un président de la République. Vous qui avez suivi évidemment Nicolas Sarkozy pendant tant d'années, est-ce que vous percevez, est-ce que vous êtes conscient de cette difficulté ? Est-ce que ça peut aussi modifier, pourquoi pas, votre regard sur les choses et peut-être imaginer d'autres solutions à l'avenir ? En tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est que l'État ne se dirige pas comme une entreprise. C'est pas, comme on dit en anglais, top-down. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que le parcours du président de la République actuelle a fait qu'il n'a aucune expérience de la démocratie locale. Et que la démocratie locale, ça permet justement de travailler de façon différente que de haut en bas. C'est justement, on essaye de trouver des consensus pour avancer. Que vous soyez maire, que vous soyez président de région, président de département, vous dites pas « j'ai raison » et tout le monde suit derrière. Et je crains que là, les tensions qu'on voit dans le pays, elles sont dues en partie à un comportement qui est très top-down, très entrepreneurial. C'est pas la France. C'est pas comme ça qu'on le gère. Et je sais que moi j'ai souvent vu Nicolas Sarkozy prendre des décisions, que ce soit sur les retraites, quand il a fallu trancher entre 62 ans et 63, sur d'autres sujets, il allait écouter des élus locaux, il appelait le maire de Nîmes, il appelait le maire de tel et tel endroit pour savoir quels étaient les sentiments. Là, on a le sentiment qu'il y a un conseil d'administration à l'Élysée, très restreint, et qui prend des décisions sans que les élus locaux, d'une façon ou d'une autre, donnent leur avis, parce qu'on considère que c'est pas leur rôle. Et je pense que c'est ça, sans doute, qui fait le conflit actuel,
et qui se... Enfin, moi, je vois des inquiétudes dans beaucoup d'autres domaines. Je vois des inquiétudes dans la sécurité, je vois des inquiétudes dans l'immigration, je vois des inquiétudes dans l'économie, je vois des inquiétudes dans la légitimité du pouvoir, je vois des inquiétudes XXL en France, au-delà de ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais ces sujets-là, quand vous avez Sébastien Lecornu qui fait un discours de politique générale l'autre soir et qui ne prononce même pas le simple mot immigration, qui est un sujet majeur pour la France, je pense que effectivement il y a de quoi être inquiet ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et je pense qu'il faudra aller vers l'organisation d'une république des territoires. Donner beaucoup plus de pouvoir déconcentré pour permettre justement que les choses de proximité soient gérées par les élus de proximité. Pourquoi on gère un hôpital de Paris? Pourquoi on ne le gère pas de la région? Pourquoi on gère d'un côté le département avec une entité et la lycée avec une autre? Voilà. Alors c'est un autre débat qu'on va pas là entamer, mais c'est vrai que si on gérait l'hôpital en région, on mettrait peut-être pas. On aurait la pression pour que ça marche bien. Voilà, on mettrait peut-être pas un hôpital comme à Nantes où il va être construit sur une île. Ce qui est quand même assez extraordinaire de construire un hôpital sur une île. Mais, et 2 milliards. Et 2 milliards. Mais on n'est pas là pour parler de ça, bien évidemment. Mais c'est encore une folie qui sera faite à Nantes. Il est 20h28. Je vous remercie. Merci. Vraiment grandement. Et j'imagine votre chagrin et votre tristesse. Oui, bien sûr, c'est en tout cas, votre tristesse. Ouais, mais bon, il faut être combatif. La pause et on revient tout de suite. Nous sommes toujours avec Sarah Salman, avec Jules Torres, avec Richard Millet, avec Joseph Massescaron et avec Yohann Ouzaï. Je voudrais qu'on écoute de nouveau Maître Ingrain sur le scénario le plus favorable pour Nicolas Sarkozy et celui peut-être qui sera le moins favorable. Écoutons-le, il était tout à l'heure avec Laurence Ferrari. Le scénario, en tout cas le plus favorable, ce serait que la Cour d'appel, dans le délai habituel, elle ne fera pas de... Là non plus, il n'y aura pas de privilège. Ce sera 3 semaines, 1 mois d'audiencement, donc 3 semaines, 1 mois de détention, avant de voir cette demande de mise en liberté examinée. Que la Cour d'appel dise qu'en effet, aucun des critères prévus pour maintenir Nicolas Sarkozy en détention s'applique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de fuite, risque de destruction de preuves. Il n'y en a pas dans le dossier des preuves, donc je ne vois pas ce qu'il peut détruire. Risque de concertation avec les autres prévenus. Ça fait 12 ans que l'enquête a commencé. Vous imaginez bien que si ces personnes avaient dû se concerter, ce serait déjà fait. Donc normalement, dans un monde normal, si la Cour d'appel, sans a priori, examine la situation, oui, dans 3 semaines, 1 mois, on pourrait... Je ne sais pas si je dois dire imaginer ou rêver, que Nicolas Sarkozy sera libéré. Le scénario plus négatif, c'est que la Cour d'appel considère qu'elle ne remet pas en cause la décision d'exécution provisoire qui a été prise par le tribunal correctionnel et que donc elle le maintient, ce qui aboutirait à un examen seulement une fois tous les 2 mois ou tous les mois selon l'audiencement de demande de mise en liberté. Donc on est limité, si vous voulez, dans le nombre d'examens de demande de mise en liberté. Quel est votre avis, Sarah Salman, avis d'avocat? Moi, je serais extrêmement étonnée que la demande de mise en liberté soit rejetée. Il n'y a pas de risque de récidive, il y a des garanties de représentation, il a un domicile, il n'y a pas de risque de fuite, il s'est présenté à toutes les convocations judiciaires. Alors, j'ai déjà du mal à comprendre pourquoi il est en détention provisoire. Donc, c'est la première chose. D'un point de vue strictement juridique, mon confrère l'a brillamment expliqué, il n'y a rien qui justifie qu'il soit maintenu en détention provisoire. Cette cour d'appel, elle doit motiver, justifier, ou elle fait ce qu'elle veut? Non, il faut motiver, mais elle le motiverait comment, puisqu'on explique on a réussi à mettre quelqu'un en détention provisoire sans preuve et sur une intention. Donc je vais vous dire, à partir de là, vous pouvez motiver comme vous voulez. Pardonnez-moi de ce rêve. Ça fait peur. Mais évidemment que ça fait peur, parce qu'à partir du moment où vous condamnez quelqu'un sur avoir une intention pour être, je caricature, derrière les barreaux, vous pouvez extrapoler à l'infini et il y a beaucoup de gens qui vont être inquiétés. Disons-le clairement, Nicolas Sarkozy n'a rien à faire en prison, il n'a rien à faire ce soir à la prison de la Santé, mais la réalité des faits est qu'on a une ivresse de toute puissance de la justice qui a voulu se payer Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs les réactions que l'on voit aujourd'hui, pardonnez-moi, le montrent et le démontrent quand on voit le procureur général de la Cour de cassation qui s'arroge un pouvoir d'ailleurs qu'il n'a pas, en disant que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux Gérald Darmanin, commet une erreur. C'est absolument faux, il est parfaitement dans son droit, et moi je vais vous dire, j'ai accompagné Gérald Darmanin à plusieurs reprises dans des prisons justement, notamment à Marseille-Baumette. Il en a vu des détenus, et là ça n'a dérangé personne, y compris à gauche. La gauche qui, je vous le rappelle quand même, ça ne leur posait pas de problème quand ils allaient voir le terroriste Georges Ibrahim Abdallah à plusieurs reprises, alors que lui, pour le coup, c'est ce qu'a dit. Alors que lui, pour le coup, il a commis des crimes et délits. Nous sommes d'accord, mais non, mais
On parle beaucoup des magistrats. Alors, on a de bonnes raisons d'en vouloir à certains magistrats, mais moi j'en veux encore plus aux responsables politiques qui ont donné ce pouvoir aux magistrats. Parce que si on a des magistrats qui aujourd'hui peuvent mettre en prison un ancien président de la République qui est présumé innocent, c'est parce que les législateurs, les parlementaires leur ont donné ce pouvoir. S'il y a des juges qui peuvent remettre en liberté ou faire en sorte que des multirécidivistes, des délinquants du quotidien ne passent pas un jour derrière les barreaux, c'est parce que le législateur leur a donné les moyens de ne pas emprisonner ces délinquants-là. Donc les responsables politiques sont plus encore responsables de la situation que les magistrats, me semble-t-il. Alors on va écouter Emmanuel Macron qui a évoqué cette décision de justice. De là où je suis, il ne m'appartient pas de commenter, critiquer les décisions de la justice. Je suis le garant du bon fonctionnement de nos institutions et ce faisant de la bonne articulation entre l'autorité judiciaire, l'exécutif, le législatif, et y compris quand cela touche l'ancien président de la République. Donc vous ne me verrez pas ici faire quelques commentaires que ce soit, et je pense qu'il est important que les choses soient ainsi gardées. Néanmoins que l'image, pour beaucoup de nos compatriotes, je pense surtout à ça, de voir un président incarcéré par cette décision de justice puisse susciter des commentaires, c'est normal, et je pense qu'il faut distinguer l'émotion, y compris l'émotion légitime de proches d'une partie du pays, le respect qui est dû à toute personne et le bon fonctionnement de la justice qui, de là où je suis, ne suppose pas de faire des commentaires. Bon, le fait quand même qu'Emmanuel Macron ait reçu Nicolas Sarkozy vendredi dernier montre qu'il était lui-même peut-être étonné qu'il aille en prison ce mardi. Mais encore heureux. Tout le monde est étonné. Donc, Oui, mais il l'a reçu. Donc c'est un signal quand même. Oui, non, vous avez raison de le dire. C'est un signal quand même, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas n'importe qui. Et en plus, ils le font savoir. Donc il y a une volonté effectivement de dire. On ne peut pas dire que c'est un soutien non plus. On peut l'interpréter comme une forme de soutien, oui, une forme de soutien. Je suis désolé, quand vous recevez... Une forme de soutien. Et je trouve que pour le coup, il a plutôt raison. Enfin, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des... Oui. Un ancien chef de l'État derrière, en prison, oui, c'est la moindre des choses. J'entends bien, mais les magistrats ont bien compris le signal aussi. Richard Millet. Je voulais simplement dire quelque chose de beaucoup plus précis. Tout à l'heure, Maître Darrois et Franck Louvrier disaient que Nicolas Sarkozy est très combatif en ce moment. Mais vous avez vu ce qu'a dit Maître Darrois. Il parlait du bruit. Et je pense que c'est la chose la pire en prison, c'est que le bruit ne cesse pas, 24 heures sur 24. Vous pouvez être isolé dans une cellule, vous avez du bruit et du boucan. C'est plus que du bruit, c'est du boucan. Et ça, c'est terrifiant. L'exécution provisoire, Emmanuel Macron l'a également évoqué. Quant aux questions d'exécution provisoire, j'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Le président du Sénat l'a indiqué, le garde des Sceaux aussi. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie. Parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. Et je souhaite que ce soit cette sérénité qui accompagne tous les débats sur ce sujet. C'est marrant parce que je suis vraiment très très sévère sur le président de la République. Et sur ces deux interventions, je vois peut-être des choses que vous ne voyez pas de la même manière. Il n'a rien dit, mais vous vous rendez compte ? On se faisait la réflexion. On se faisait la réflexion avec Joseph. On se disait Emmanuel Macron se présente encore comme le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça manque pas de sel quand même. Ça manque pas de sel. Pardon. Il a foutu en l'air les institutions de la 5e. Mais non, mais pardon, mais c'est vrai ou pas ? Il a foutu en l'air les institutions. Tout est bloqué. Et je vous dis que sur l'exécution provisoire, il dit juste qu'il y aura un débat. Non, oui, mais le fait même qu'il en parle... On a se féliciter qu'ils disent qu'il peut éventuellement y avoir un débat. J'aurais tenté une fois de temps en temps de défendre le président de la République, je n'y serais pas arrivé. Mais je pense qu'il fait passer à la manière d'Emmanuel Macron, avec subtilité, nuance, à demi-mot, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que d'un côté, il reçoit Nicolas Sarkozy le vendredi, et de l'autre, il dit que l'exécution provisoire, faut la repenser. Donc je vois un continuum. Et de l'autre côté, il fait en sorte que Nicolas Sarkozy n'ait plus sa Légion d'honneur, parce qu'il y a largement contribué aussi. Mais ça, c'est autre chose. D'accord, mais ça concerne aussi Nicolas Sarkozy. Vous avez dit qu'il avait
que cette décision de justice avait un petit peu brisé le sacré du poste présidentiel. J'ai posé la question, effectivement, je fais le parallèle entre le roi et le président de la 5e. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la chute du roi et la chute du président de la 5e. Je fais partie qui était l'héritier. Le président de la 5e République de 1000 ans d'histoire. De Gaulle, il a réuni 1000 ans d'histoire avec sa constitution de 58. Et donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, cette décision de justice a brisé un peu plus le sacré de la fonction présidentielle. Vous avez raison. Donc quand le président actuel... Et je pense qu'il en a conscience. Oui, mais je veux bien qu'il y ait l'indépendance de la justice. C'est une des rares choses, je pense que... Alors, il ne l'exprime pas clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours très compliqué avec Emmanuel Macron, mais je pense qu'il a pris conscience de quelque chose. Et comme il pense peut-être revenir en 2032, il pense petite bouche alors. Hein. Vraiment, c'est tellement subtil qu'on ne comprend pas forcément. C'est la pensée complexe. Oui, je vous livre mon sentiment et je suis pas sûr. Je vous le livre, mais manifestement, je suis minoritaire. Il a tellement bien réussi, on en prendrait bien pour 15 ans, hein, il faut dire. Vraiment. Pourquoi pas 15 ans après tout ce qu'il a fait? Vous n'allez pas beaucoup aller dans l'Aile Madame, cher Yohann Usaï. Je pense qu'ils ne vont pas souvent vous recevoir. Il attend un couronnement. Écoutez ce que disait Henri Guénaud, qui a été remarquable hier soir, Henri Guénaud, sur ce plateau, et qui est toujours d'ailleurs remarquable dans l'expression, dans le sentiment, dans la loyauté aussi, et dans son ethos, comme dit l'autre. Et je vous propose d'écouter, il disait, les voyous se marrent ce matin. C'est grave. Va peser sur l'avenir de nos institutions, de notre pays. Allez donc après ça essayer de restaurer l'autorité dans ce pays. Vous savez qui est content aujourd'hui, qui se marre? Les voyous. Bon, je laisse la justice faire son examen de conscience. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai honte de mon pays. Et puis... c'est clair. Oui, c'est clair. Eh oui. Ah oui, c'est clair. Il a raison. Et derrière, souvent les propos d'Henri Guénaud, là, c'est des moments, il y a quelque chose de très juste. C'est la crainte que les juges, quand vous regardez la décision, c'est-à-dire sur les 400 pages, il y a 20 pages sur Nicolas Sarkozy, et dedans, cette crainte, c'est que les juges disent, les personnes accusées, n'ont pas fait ceci ou cela, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aient pas fait. Oui. Alors moi, pardonnez-moi, ce type d'argument, moi, ça me fait... Mais il y a même pire que ça. Mais il n'y a pas de preuve. Mais il y a même pire que ça. Dans le jugement, il est écrit noir sur blanc que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont dit qu'ils n'avaient pas prévenu Nicolas Sarkozy et que c'était une preuve précisément qu'il l'avait. J'ai la phrase. Le soin particulier. Je vous assure, là on est. Là c'est stalinien. Donnez-moi. C'est stalinien. Le soin particulier que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont mis à présenter Nicolas Sarkozy comme étant étranger à ce processus corrobore au contraire le fait qu'il en était parfaitement informé. Non mais c'est magnifique. Quand on n'a pas de preuves, non mais là c'est magnifique. Je dis c'est les procès staliniens. Là, pardonnez-moi. Donc chaque phrase. Alors je veux bien que Philippe Bilger qui est pas là nous dise que le jugement est parfaitement. Tout citoyen aujourd'hui doit être inquiet. Tout citoyen aujourd'hui doit être inquiet. Bien sûr. Nous le sommes. Hein. Nous le sommes inquiets. À l'Assemblée nationale, il y a eu un échange. Et on en a parlé tout à l'heure. On peut revoir d'ailleurs la phrase de Rémi Hetz. Et là aussi, ça montre la toute-puissance de la justice. C'est-à-dire qu'un procureur qui dit ça de son ministre de tutelle, vous imaginez ça il y a 30 ou 40 ans? Et vous avez un procureur qui dit qu'il y a un risque qu'une telle visite soit ressentie par les magistrats et perçue par l'opinion comme une forme d'obstacle à cette sérénité recherchée. C'est extraordinaire d'ailleurs. La loi. Hein. C'est extraordinaire. Alors, tout à l'heure, je me demandais le pouvoir du ministre le garde des Sceaux. Il a une autorité hiérarchique sur les procureurs et c'est lui qui les nomme. Vous savez, quand les juges se sont aussi pris le goût de s'essuyer les pieds sur les ministres de la Justice, qu'il s'agisse de Pierre Méniory ou de M. Mercier, ça, on a oublié ça, ça n'étonne pas aujourd'hui. Bon, et qu'on a laissé faire. En tout cas, je ne sais pas si M. Darmanin... Mais c'est à M. Darmanin de le convoquer demain matin. Oui, et après, une fois qu'il l'a convoqué. Et donc, M. Darmanin, il applique les règles, tout simplement. Déjà, tu peux avoir une explication entre hommes, quand même. Les juges ne sont responsables de rien. Il va peut-être y avoir une explication entre hommes. D'accord. Oui, même quand les juges font d'énormes erreurs, souvenez-vous, dans l'affaire Outreau, le juge Burgot a écopé d'un blâme. Donc, à partir du moment où ils sont responsables de rien... Je veux dire, et M. Darmanin ne fait qu'appliquer... Je vous propose d'écouter cet échange entre Benjamin Lucas, qui est député... écologiste, mais gauche pastèque. Génération plutôt. Et Gérald Darmanin, précisément sur sa visite possible, même certaine,
à la prison de la Santé, et c'était au Parlement, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Monsieur le garde des Sceaux, vous y serez-vous à la hauteur de votre devoir républicain, au-delà de vos sentiments légitimes pour l'homme et même de la compassion pour le repris de justice, et vous réjouir que la France compte encore au rang des démocraties dont la justice est indépendante et condamne ceux qui doivent l'être sans épargner les puissants? Le président Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné définitivement pour les faits pour lesquels il est en prison. Il y a une exécution provisoire qu'il a exécutée, c'est la décision souveraine et indépendante de la justice que nous respectons toutes et tous. Je voudrais simplement, en tant que parlementaire, corriger le fait que quelqu'un qui est condamné définitivement, c'est quelqu'un qui a fait épuiser son appel et sa cassation. Je pense qu'en tant que parlementaire, vous pourriez le souligner. Pour le reste, vous avez parfaitement raison, monsieur le député. La justice est parfaitement indépendante dans notre pays. C'est le cas pour tous les citoyens et Nicolas Sarkozy n'est pas une exception. Mais par ailleurs, il est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime de s'enquérir, comme pour tous les détenus de France. Mais celui-ci, avouez-le, pose des questions plus complexes de sécurité, de sa sécurité. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes décidément bien macroniste, on vous reconnaît bien là. Le en même temps appliqué à Nicolas Sarkozy. On ne peut pas être au Panthéon une semaine et à la Santé l'autre. On ne peut pas glorifier Badinter et piétiner, tergiverser avec l'état de droit la semaine suivante. Il est tout à fait normal que dans la séparation des pouvoirs, l'exécutif ou le législatif vienne voir ce qui se passe en prison. Vous ne vous en privez pas d'ailleurs. Votre groupe, ainsi que le groupe de la France Insoumise, a visité plus de 10 fois M. Georges Ibrahim Abdallah, condamné définitivement pour crime à perpétuité pour assassinat. J'ai 17 visites de parlementaires. Vous regardiez la condition du détenu. Je pense que tous les détenus, qu'on soit parlementaire ou ministre, puissent voir les conditions de détention. Un peu de hauteur, monsieur le député, vous grandirez. Elles sont musclées. Vous avez dit tout à l'heure que le président Macron avait enlevé sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Et sur les réseaux, ce que vous avez dit est contesté. Ah oui. Alors, ça revient un peu à ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ça revient beaucoup à ça. Il s'était démuni de ce pouvoir qu'il avait donné au chancelier, je crois. Absolument, au grand chancelier. Voilà. Parce que Emmanuel Macron, sentant la condamnation de Nicolas arriver, Nicolas Sarkozy, pardon, sentant la condamnation de Nicolas Sarkozy arriver, s'était dit, oulala, je vais devoir lui retirer la Légion d'honneur. Et comme il n'a pas voulu le faire lui-même, il a dit, dorénavant, je vais confier ça au grand chancelier de la Légion d'honneur. Donc il s'est défaussé quelque part. Donc ça revient au même. Je considère qu'Emmanuel Macron a retiré la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy. Oui, je peux vous le redire. C'est pas ce genre de décision. Non, c'est rare, c'est vrai, c'est rare. Hein, quand on connaît la relation entre les deux hommes ces dernières années. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce sujet. Ce soir, on avait beaucoup d'autres thèmes à effleurer, à passer en revue plus exactement. Et hélas, nous allons les effleurer parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Un mot sur les retraites. Alors, c'est très... Sur les retraites. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a dit aujourd'hui... voilà. Vous voyez à quel point la parole d'Emmanuel Macron est fiable. C'est-à-dire il ne prend jamais la parole. Il a dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas de suspension, c'est bien ça. Il dit qu'il n'y a pas de suspension. On l'a d'ailleurs, le son, je demande à Benjamin Nau. Mais Sébastien Lecornu, 2 heures plus tard, dit si, il y a suspension. Alors écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron, puisqu'il a dit le contraire de ce que dit son Premier ministre. Absolument. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027, qu'il a décalée au 1er janvier 2028 avec un financement par des économies. C'est ce qu'il a dit dans son discours de politique générale. Il l'a fait dans un souci d'apaisement et c'est le débat parlementaire qui donnera l'issue de ce sujet. Et donc maintenant, c'est le travail du gouvernement et du Parlement. Pour ma part, je ne peux simplement vous dire qu'une chose. L'avenir de notre système par répartition, qui, je le rappelle, est un système où les actifs payent pour la retraite de leurs contemporains, n'est pas équilibré avec l'âge de départ actuel. Et donc, ce faisant, on a décalé à 2033 la perspective des 64 ans. De toute façon, il faudra reposer le débat. Et je me félicite que le Premier ministre ait souhaité en même temps réouvrir ce débat et que plusieurs forces syndicales et patronales aient manifesté leur envie de le reprendre. Et il faut le faire de manière apaisée. Rouvrir, hein. Rouvrir, oui. Rouvrir ce débat. Donc il dit le contraire. Il n'y a pas de suspension ni abrogation.
Il a été décalage. Il a été démenti 2 heures plus tard par Sébastien Lecornu lors des questions au gouvernement, mais effectivement, c'est même plus lui qui décide, en fait. Emmanuel Macron, il n'est plus maître de grand-chose. Ce sont les parlementaires qui vont décider. Sébastien Lecornu, la parole de Sébastien Lecornu est plus importante que celle du président de la République en ce moment. Bon. Il veut juste récupérer un petit peu la main sur le débat, remacroniser le débat, neutraliser un petit peu Sébastien Lecornu, parce qu'on sait que le président n'a toujours pas avalé la pilule de cette suspension de la réforme des retraites que Sébastien Lecornu, en réalité, lui a arraché dans son bureau. Mais à ce point-là, vous vous rendez compte, ce que dit Jules, c'est qu'il veut reprendre la main sur Sébastien Lecornu. Il veut neutraliser Sébastien Lecornu. Enfin, ça devient maladif, parce que Sébastien Lecornu, c'est la dernière personne grâce à laquelle Emmanuel Macron tient encore, je veux dire. Donc, s'il en est à se dire comment est-ce que je vais pouvoir neutraliser mon Premier ministre, là, c'est vraiment maladif. Pour reprendre la lumière. Et encore une fois, Emmanuel Macron s'était quand même fait... il ne parlait jamais normalement de politique intérieure quand il était à l'étranger. Depuis quelques semaines, il le fait de plus en plus. C'est bien la preuve qu'il veut être dans le débat politique, même si... Est-ce que ça change l'accord entre Lecornu et Olivier Faure, ce qui s'est dit aujourd'hui ? Non, absolument pas. Non, mais de toute manière, Sébastien Lecornu, on a quand même un peu compris qu'il s'était un petit peu affranchi du président de la République lorsqu'il a fait son deuxième gouvernement. Il y en a un qui s'est beaucoup affranchi, manifestement, c'est Manuel Valls, parce qu'il vient de dire à l'instant, c'est assez drôle d'ailleurs, le macronisme a été la négation du politique. Et il est resté donc dans un gouvernement, mais il vient de sortir du gouvernement. Oui, mais... C'est ils ont plus de reconnaissance, ces gens. C'est une interview qu'il a donnée au Point, écarté du gouvernement, l'ancien Premier ministre vide son sac et défend une coalition de centre droit au centre socialiste pour la présidentielle. Macron, Lecornu, Retailleau, Darmanin, effectivement, ça va être... Il a raison, je pense, Pascal. Il a raison, tactiquement, il a raison de son point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule chance, c'est d'avoir un bloc central pour... je crois qu'il parlait du macronisme. Plus largement, quand il dit pas de la politique, il dit du politique. Et ça me fait rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la fin de quelque chose qui était représenté par l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy. Mais il me semble que c'est plutôt Emmanuel Macron qui est le fossoyeur de la Ve République. Voilà. Ils sont pas très reconnaissants, tous ces gens. Moi, c'est ça qui me gêne. Dès qu'ils sortent du gouvernement, ils crachent dans la soupe. Non, Manuel Valls existait avant Emmanuel Macron. Vous avez raison, et ça fait partie des politiques. Qui est reconnaissant dans les mondes dans moi, je peux vous en citer des gens reconnaissants. Rachida Dati, jamais un mot contre Emmanuel Macron ni contre Nicolas Sarkozy. Rachida Dati a fait preuve de loyauté. Gérald Darmanin, je peux vous en citer. Non, mais vous avez raison. Après, Rachida Dati, vous avez raison. Ils font tous le bon diagnostic, mais 8 ans trop tard. Ce dites-vous 9 ans trop tard. Je dis, ils font tous le bon diagnostic, mais 8 ans trop tard. Bon, je vois que vous êtes assez en forme aujourd'hui, Yohann Usaï. Sur les retraites, on a dit qu'on effleurait. Un mot sur le Louvre également. Peut-être vous vouliez... Ah oui, parce que là aussi c'est hautement symbolique. Moi je ne peux pas m'empêcher de penser, ça va faire plaisir peut-être à Yohann, sûrement, à cette cérémonie de 2017 où Emmanuel Macron était le promeneur solitaire du Louvre et traversait le Louvre comme Belphégor, et tout le monde disait c'est absolument formidable, il a trouvé une symbolique formidable. Et là, c'est en train de lui revenir en boomerang. Et Claude à la je suis désolé, c'est hautement symbolique pour la Macronie, ce qui vient de se passer. Ça, on ne peut pas ne pas mettre les deux en relation, c'est pas possible. Bon, vous avez vu également que ce changement de vitrine a fait parler, parce que les vitrines d'avant étaient, paraît-il, plus efficaces que les vitrines de maintenant, parce que les vitrines d'avant permettaient, si la vitrine était attaquée, un coffre-fort de se rabaisser, comme dans les films. Oui, comme dans les films, comme vous dites. Mais visiblement, on a changé ces vitrines, Richard Millet. On sait aussi, que Mme Laurence Descartes a dit à ses équipes que, de toute façon, le verre avait tenu parce qu'il n'était pas tombé. Voilà. Alors qu'il y a eu un trou dedans et que les personnes se soient saisies, ça ne pose pas de problème. Mais le verre avait tenu. Donc, alléluia, le verre a tenu. La deuxième chose qu'on a vue, pardonnez-moi, c'est qu'aussi ces bijoux n'étaient pas assurés. Ah oui. Et ça, pardonnez-moi, ça aussi, c'est quand même quelque chose de baroque. Mais est-ce que c'est assurable ? Oui, c'est assurable. Oui. Vous vous rendez compte de l'image quand même ? Oui, l'image, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est un tout. Richard Millet. Oui, souvenez-vous, hier matin, Rachida Dati disait, pour remédier à tout ça, il y a des appels d'offres concurrentiels. Donc ça veut dire qu'il faut attendre encore des 9 semaines. 9 mois, des mois. Tout va bien. Tout va bien. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? C'est ça la difficulté, réformer l'État. Est-ce qu'on peut se passer des appels d'offres, etc. Je pense que ça va être très difficile. C'est-à-dire que vous avez monté un véritable barnum depuis des années, et que tout devient compliqué pour agir sur le réel.
C'est-à-dire que vous ne pouvez plus construire un stade de football. Vous ne pouvez plus construire une ligne de chemin de fer entre laquelle aujourd'hui c'est Toulouse et Castres, je crois. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas construire un mais monument. Un maire pour une en poubelle, France. il est obligé de demander à l'agglo. Enfin, En tout cas, je ne comprends pas que Madame Laurence Descartes soit toujours en poste. Je ne comprends pas. Bah oui. En 1911, lorsque son prédécesseur, glorieux prédécesseur, il y avait eu la Joconde qui avait été volée, et il n'est pas allé présenter sa démission, il a démissionné. Voilà, le directeur du Louvre, et Madame Laurence Descartes est toujours en poste. Voilà. Mais moi, je comprends pas. Avec un certain nombre, en plus, de mensonges. On dit qu'il y a du personnel, il y a eu du personnel en moins, c'est totalement faux, il n'y a pas de personnel en moins. C'est toujours, depuis de 2010, 2015, 2025, c'est 1200 agents de surveillance. Elle jouit, Madame Descartes. D'une impunité. Non, d'une bonne réputation. Elle a été à l'origine du Louvre... Elle n'est pas la seule, pardon. Oui, mais du Louvre d'Abu. Abu Dhabi. À Abu Dhabi. Elle a été à l'origine... On va dire que le Louvre-Lens, c'est elle aussi. Mais vous vous doutez bien que quand vous êtes nommé au Louvre, vous êtes dans l'excellence. Oui. Donc cette femme que on je a vu ne connais pas... Sous prédécesseur, c'était formidable. Cette femme que je ne connais pas a une réputation dans ce monde-là et dans ce milieu-là. Oui, dans un certain milieu, dans un milieu mondain. Voilà. Oui, dans le milieu de la culture, pas dans le milieu de. Le milieu culturel n'est pas forcément mondain, vous savez. Je veux dire, vous êtes marrant. C'est un milieu. Mais de toute façon, c'est un ministre mondain. Pardonnez-moi. Le ministre de la Culture, c'est un monde mondain, si j'ose dire. C'est un univers. Justement que Rachida Dati, elle fait le boulot. Et oui. Elle est là-dessus, elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas, bien évidemment. Parce qu'elle est cache, bien évidemment. Mais tout ce monde-là, vous le connaissez. Vous connaissez les directeurs de musées, vous connaissez le monde de la culture, vous connaissez les personnels qui décident. C'est effectivement à un moment donné, ces personnes ne sont jamais responsables de rien. Un espace mondain, oui, on peut le dire. C'est trop tard pour parler de ça, mais non, avec les rien n'est jamais trop tard. Avec les établissements publics, Emmanuel Macron n'a pas de chance. Regardez le temps qu'il a mis pour nommer quelqu'un à la tête de la Villa Médicis, qui est quand même la vitrine de la France en Italie. Regardez ce que c'est devenu. Bon, les dispositifs d'abord de sécurité ont fonctionné, visiblement, les agents étaient au complet, et dès son arrivée, Laurence Descartes avait demandé des audits de sécurité. Alors tout va bien. Tout a fonctionné. C'est parfait. Mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Vraiment, je ne dis pas ça. Aucun dysfonctionnement. En 2011, le directeur du Louvre, lui, il y avait un centre de l'honneur et démissionne. Oui. Voilà. Enfin, personne ne démissionne jamais, vous le savez bien. Et, en tout cas, sauf le général de Gaulle et quelques-uns. Effectivement. Parce que les gens gardent leur pouvoir et gardent leur poste et ils sont attachés et ils expliquent que c'est pas de leur faute. C'est 88 millions d'euros. Hein. Oui. 88 millions d'euros. Le préjudice. Le préjudice du butin. Bon. Donc ça, on laisse. Personne n'est responsable de rien. Ah, mais vous avez raison, Pascal. Non mais une enquête, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être une enquête peut être en place avant de couper des têtes. Peut-être. Non, mais il y a quelque chose qui s'appelle le mal est fait. Voilà. Oui, vous vouliez dire quelque chose, non, je voulais dire que le fait qu'on ne puisse pas démissionner en France, on démissionne de rien, aussi type d'époque. Voilà. Oui, alors vous pensez qu'on démissionnait il y a 50 ans? L'honneur voulait qu'on se retirât. Oui. Vous savez, qu'on a Joconde est volé. Écoutez, moi j'ai été dans un domaine longtemps qui s'appelait le football. Il y a eu le drame du Heysel avec 40 morts, et le président de l'Union européenne qui s'appelait Jacques Georges n'a jamais démissionné. Jamais. Et voilà. Et puis quand il y a eu la catastrophe de Furiani, que je sache, le président de la fédération n'a pas non plus démissionné. Ce que je vous dis, il s'appelait Monsieur Fournet-Fayard. Donc c'était un domaine que je connaissais bien avant de rencontrer la politique. Monsieur Gauthier Lebret va arriver sur ce plateau. J'ai tenté, je vous préviens, de défendre le président de la République. Ce n'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. Sur l'exécution provisoire ? J'ai vu une forme de soutien du président de la République à Nicolas Sarkozy à travers le fait qu'il ait reçu vendredi dernier et le fait qu'il se soit prononcé pour contre l'exécution provisoire. Voilà, repenser les... Je n'ai pas fait le consensus. Je soutiens cette excellente analyse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1000 raisons de souligner en ce moment les gestes qui vont plutôt dans le bon sens d'Emmanuel Macron. Et quand vous recevez le vendredi Nicolas Sarkozy et que vous êtes plutôt sceptique sur l'exécution provisoire le mardi, c'est plutôt un signe qui va dans le sens du président. Écoutez, vous soumettrez ça à vos éditorialistes et vous me direz, et je vous écouterai tout à l'heure.
Même s'il y a le Paris Saint-Germain qui joue évidemment sur Canal+. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Merci. Ah non, je veux quand même vous dire que dans un instant, on sera avec Nadine Morano. Nadine Morano qu'on n'a pas entendue depuis un long moment. Oui, et on a beaucoup pensé à elle, évidemment, cet été. Et elle sort de son silence et de sa réserve aujourd'hui pour défendre Nicolas Sarkozy. On sera aussi avec Pierre Lelouch qui a été son ministre, avec Maître Pardo qui était au Rassemblement ce matin, avec Franck Tapiro qui l'a conseillé aussi, Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on va évidemment aborder encore une fois en longueur ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, on va vous suivre et évidemment être avec vous jusqu'à 23h, minuit. 50 jusqu'à 23h, évidemment, 50. Vous dormez déjà, mais nous sommes encore là. Exactement. Qui était... Il est terrible. Bon, mais voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, il sait que je suis gentil, donc il en profite. Gérald Ventura était à la réalisation, Juliette était à la vision, merci à Raphaël Lissac qui était au son, à Benjamino, à Lucas Consalves et à Astrid Yalik qui était avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Bonne soirée et pensée particulière, bien évidemment, pour un ex-président de la République qui peut-être nous écoute ce soir et qui va passer sa première nuit en prison.